Il y a eu aussi j'en profite, comme ça j'en fais aussi la pub. L'INALCO, c'est à Paris. L'INALCO, c'est l'école des Plus langues. vieux, l'INALCO, c'est plus vieux que là, vraiment, c'est nouveau, Oui, c'est oui, oui, 2022, quoi. Après oui, Samuel Paty. oui, oui. Non, oui, oui. En fait, c'était parce que depuis 2022, l'INALCO propose de faire de l'islamologie à distance. C'est pour ça que j'ai parlé de l'INALCO en même temps que tu me parlais de ça, tu vois. Parce que c'est D'accord, ok. voilà. Parce qu'avant, l'INALCO proposait, je sais que l'INALCO propose les langues, mais je savais pas que ça proposait aussi des masters ou des formations en islamologie. Et si ça donne, je crois, et il faut avoir le bac pour rentrer, ça donne un bac plus 2 quand vous sortez. Si j'ai bien compris ce qui est stramé. Et je crois que c'est depuis 2022. Voilà. Et sinon, après, ce dont tu m'as parlé, oui, bah, c'est un institut ça a été fait suite au Coran des historiens, non? Tout d'abord, ce Oui. dont tu m'as parlé. Alors, le Coran des historiens est sorti en 2022, je crois, non? Non, il est. Plus Bon, récent? Je sais pas. Bah, je me posais la question si tu connaissais. Donc, créé le 2 février 2022. L'Institut français, je suis sur leur site là, d'islamologie a pour mission de développer une islamologie française de haut niveau, comme si celle qui existait n'était pas de haut niveau. Mais bon, tu vois, en gros, moi, c'est ça que je comprends, tu vois. Et de promouvoir à l'échelle nationale l'étude scientifique des systèmes de croyances, de savoir et de pratiques propres aux différentes branches qui composent la religion musulmane. Outre le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, il regroupe 8 partenaires: Aix-Marseille Université, l'École normale supérieure de Lyon, l'École pratique des hautes études, l'École des hautes études en sciences sociales, l'Institut national des langues et civilisations orientales, c'est ça l'INALCO, l'Université Lumière, Lyon 2, l'Université Jean Moulin et l'Université de Strasbourg. Strasbourg, je crois que c'était déjà le cas. Euh, Strasbourg, oui, ils le font voilà, dedans. directeur, c'est Pierre Caillé. Tu connais? Oui, oui, Gaspard Azema, Juliette Dumas, Cédric Baylock et Naïd Gohari, secrétaire de direction. oui, ouais, je suis sur leur site. Après, si, ça paraît Ouais, pas mal quand même. ouais, ça a l'air intéressant. C'est. Bon, mais donc ils sont invités déjà pour expliquer comment ils sont nés. Si tu veux, on peut écouter. Donc, question d'islam, bien sûr, avec celui qu'on n'aime pas beaucoup, mais qu'est-ce que tu veux? On est obligé de l'écouter. Homologie. Avec vous, Pierre Kay, Vous comment est connaissez? née cette idée d'un institut français d'islamologie, parce que on dit souvent que même si nous autres Français n'aimons pas beaucoup d'être comparés à nos voisins allemands surtout, qu'il y a là-bas une grande tradition d'islamologie remontant même au temps de l'orientalisme islamisant savant, et que nous autres manquions d'une institution d'ampleur et d'importance sur l'étude du fait islamique. Oui, alors il y a une grande tradition française d'islamologie qui remonte à loin et qui n'a rien à envier à l'école allemande, à la tradition allemande, mais il est vrai, et ça a été le constat que le président de la République a pu faire dans son discours des Mureaux du 2 octobre 2020, il est vrai que ce type de recherche, ce type d'études, comme bien d'autres demeurant, avait sans doute besoin d'un soutien, d'un éclairage pour En gros, il n'y avait pas d'institut spécifique pour l'islamologie. C'était plusieurs universitaires dans différentes universités éparpillées, quoi. Et depuis 2022, on a un institut qui s'occupe de ça, ou qui Bah, fédère ou coordonne. c'est. Bah, faut attendre pour voir ce que ça donne parce que on a du bon travail qui est fait pour l'instant sans ce laboratoire
multilaboratoires, donc je comprends pas trop. On a des labos qui appartiennent au CNRS, on a des labos qui sont pas forcément aussi au CNRS, où ils travaillent, par exemple Moisy, hein, il a le laboratoire, et on a des résultats qui sont probants. Alors, est-ce que ce serait pas c'est qu'une hypothèse, hein, mais une institution en plus pour contrôler la prise de parole et les prises de décision que les chercheurs voudraient avoir. Voilà, je sais pas. Parce qu'on a le Collège de France, on a les meilleurs chercheurs là-bas, on a des instituts à Paris, à Aubervilliers, c'est drôle parce que ce site-là, il dit que c'est à Aubervilliers. À Aubervilliers, il y a aussi un laboratoire. Donc bon, attendons, je sais pas ce que ça va donner. Ce n'est pas peut-être pour vulgariser toutes ces recherches depuis le début du siècle dernier en France. On l'a entendu qu'il parlait de l'école allemande et donc de l'école française qui n'a rien à envier à l'école allemande. On sait que les Allemands ont beaucoup travaillé dans les années 10, 20, ont beaucoup sillonné le monde arabe en général, le Maghreb aussi, pour comprendre les sociétés, pour Bah, travailler sur l'islam. très clairement, c'est vrai que les premiers islamologues qui ont apporté des résultats, par exemple pour comprendre l'islam dans un cadre historique et social, et d'ailleurs qui va permettre de rejeter quelques hadiths, c'est Goldizer. On est en 1920, c'est un Allemand. Pareil, on a un œil de queue qui va d'ailleurs affirmer, c'est aussi un Allemand, et qui lui va affirmer le principe des sourates mécoises et médinoises. C'est un Donc Allemand qui affirme ce principe. voilà, sur un principe qui existait dans le droit islamique par d'autres, hein, par des musulmans des premiers siècles, mais lui il va le confirmer. Et je vais vous sortir, il faut que je le retrouve parce que moi le par cœur c'est pas mon truc. Euh, je vais vous citer Ouais. comme- comment était formulée la question. Juste, est-ce que vous savez, excusez-moi, comment j'aimerais épingler des commentaires. Enfin, des fois, il y a des questions pour tout à l'heure et j'arrive pas. Vous savez comment on fait pour faire ça? Je sais pas, peut-être que tu cliques sur le Sur le commentaire. traduit. J'y arrive pas. Même vous êtes modo, mais je sais pas si vous y arrivez. C'est Alors, chiant. Quels sont Toi, il y les a- messages que tu voudrais épingler? Bah, par exemple, Magda elle a posé une question. Quelles étaient les difficultés économiques à l'époque de la naissance du l'islam? Enfin, ce serait pour après. Mais j'aimerais bien voir si on peut l'épingler. J'y arrive pas dans les commentaires à faire. Je clique sur le commentaire de Magda, j'y arrive pas. Eh ben, figure-toi que moi non plus, c'est bizarre. Tu vois, c'est bizarre, hein. Filtrer, je regarde dans les commentaires, Nicolas. paramètres. Oui. Est-ce que tu peux les noter sur ton téléphone et après tu les reposeras quand Rassoul Ouais, c'est dommage que j'arrive pas. Les gens, vous savez pas. À mon avis, il y a un paramètre que j'ai bloqué à la con, tu vois. Et du coup, il y a des gens, ils arrivent à faire ça. J'y arrive pas. Bah, ça, je peux Bah, faire. les gens, gardez vos questions et après vous les poserez, s'il vous plaît. Ce sera plus simple. Paramètres des ouais, je regarde juste autoriser des commentaires. Normalement, c'est tout bon. Bref, on n'est pas des. Pourtant, TikTok, je commence à connaître, mais Ah je non, comprends tu as pas. enlevé les commentaires là. Ah merde. Ah bah. Ben alors, Bah là, Là, ils c'est peuvent que réapparu tapoter. Là, vous ne pouvez que tapoter. En fait, C'est quand tu réapparu veux là qu'ils Ouais, tapotent, c'est bon. oui, quand ça tu veux va qu'ils apparaître. tapotent, tu enlèves les commentaires. Voilà. Ils n'auront la moyen que Ah, de mais tapoter. n'hésitez pas à tapoter. Vous gardez vos questions pour tout à l'heure quand il y a des sujets où ils parlent. Ça sert à rien de poser des questions, sinon elles vont partir dans le flux. S'il y a des gens qui connaissent mieux TikTok et qui peuvent m'expliquer pourquoi nous n'avons pas l'épinglement, entre guillemets, Mais en l'épinglement. fait, t'as enlevé les modos Non, t'es toujours toi. Tu veux que je te remette? Normalement, vous y êtes tous. Allez, Toi, tu es modérateur. on reprend. Non, ça marche Allez. plus. Je peux pas. Ok. Trop technique. Top Problème commentaire. Hop. Épinglé, disponible quand tu passes en live. Bref. Ok, normalement, c'est bon pour toi, KNB. On attend. Rassoul, il allait chercher juste les sources. Ah oui, c'est vrai. Bon, Rassoul? Ouais, ouais. Du coup, en 1860, il y avait un concours des belles lettres. Et alors, écoutez bien comment est formulée la question, parce que franchement, je trouve ça vraiment, c'est magnifique.
la question suivante est faire l'histoire critique du texte du Coran, rechercher la division primitive et le caractère des différents passages qui le composent. Cette question-là, elle suggère qu'il y a une division primitive et qu'il y a des caractères qui montrent qu'il y a bien cette division. Donc en fait, quand Œil de Queue va dire qu'en effet il y a des sourates médinoises et mécoises, il est obligé de répondre à ce genre de questions parce que la question elle-même est mal posée. Et s'il avait répondu à côté, il n'aurait pas été retenu pour le concours. C'est Régis Blacher, après, qui lui aussi enseignera, si ma mémoire est bonne, au Collège de France, qui va revenir un peu sur ce côté où on sacralise un peu les textes de l'islam pour arriver de plus en plus à un niveau de scientificité, un niveau scientifique. C'est ce qu'on appelle l'orientalisme. Toute la partie orientaliste n'était pas forcément scientifique et avait une mauvaise compréhension de l'islam et essayait en tout cas peut-être de vouloir coïncider l'islam à un christianisme, essayer de faire des liens entre les deux. Sauf qu'il faut pas faire ça. Il faut les méthodes qu'on a pour étudier la Bible sont des méthodes rigoureuses, et ben faut prendre ces mêmes méthodes pour étudier le Coran. Et une fois qu'on a décidé de faire ça, là on a eu des surprises. Mais sinon, avant. Quand tu dis l'orientalisme, est-ce qu'on peut scientifiquement dire que l'orientalisme est l'ancêtre de l'islamologie ou est-ce que l'orientalisme existe encore après la critique de Edward Said? D'ailleurs, on peut en parler. Je sais pas si tu as lu son livre, L'orientalisme, l'Orient créé par l'Occident. Et bien sûr, sur lequel se basent les indigénistes aussi, alors que lui-même, enfin, ils oublient de lire tout le livre. Ils se contentent de lire les articles sur le livre. Quand tu le lis, il précise bien que c'est pas aussi binaire qu'on le présente. Je sais pas si tu connais. Mais aujourd'hui, on a encore des orientalistes. C'est évident qu'on a des personnes qui essayent de vouloir qui essayent de vouloir coller à tout prix des passages du Coran au christianisme ou au judaïsme, essayer de faire des liens comme ça. Alors c'est vrai que dans le Coran, il y a des passages, précisément il y a un passage complet d'un Talmud, c'est vrai, mais ça veut pas dire que ça a un caractère divin. Donc il y a encore des orientalistes aujourd'hui, c'est évident, mais par contre la recherche aujourd'hui académique et celle qui retient et qui est reconnue par les pairs, c'est l'islamologie et elle est prédominante quand même malgré les orientalistes qui peuvent encore exister. Je prendrais comme exemple d'orientaliste Tariq Ramadan. Tu vois. On peut le considérer comme orientaliste alors même que orientaliste, ça désigne justement les occidentaux qui ont un intérêt, une curiosité pour l'Orient et qui par fascination seraient allés jusqu'à imaginer, mais pas du tout. Quand tu lis, par exemple, parmi les orientalistes, Antoine Galland aussi était désigné. Antoine Galland, je précise, c'est le rapporteur des une nuit, le traducteur, d'abord en anglais, puis après ça a été traduit en français. Mais Tariq Ramadan, j'ai du mal à le désigner comme orientaliste, du fait même qu'il n'est pas l'occidental imaginaire, tu vois. Oui, mais il fait croire aux occidentaux. Parce que moi aussi, je le considère comme ayant une vision occidentale et je sais pas. Oui, en fait, comme il fait croire aux occidentaux, en fait, il joue le jeu des FM. Hein. Et donc, il fait croire aux orientaux que la vision de l'Orient et que dans le Coran, il y a une continuité du christianisme. C'est en ce sens où je dis qu'il l'est. C'est un peu du sarcasme quand je le dis, tu vois. Mais il y a quand même un fond derrière où, pour faire croire aux Français ou en tout cas aux Européens que l'islam n'est pas forcément un danger puisque c'est la continuité d'un christianisme,
bah, pour arriver à ça, il va essayer de tordre l'argumentaire au maximum pour se faire passer pour un orientaliste, tu vois. Est-ce que c'est pas de là que vient aussi cette idée du Jésus musulman? C'est bizarre parce qu'au début de ce live, on a parlé de ça, de la croyance en islam que Jésus, Issa, Yassour, Même Adam. musulman. Oui, oui, justement, on parlait aussi de Adam. Est-ce que il y a cette vision racontée peut-être par Massignon, peut-être Louis Massignon qui, à travers sa subjectivité de chrétien, peut-être qu'il a eu des surinterprétations, je sais pas. Je t'ai entendu parler de ça dans l'émission que tu as publiée sur, je rappelle pour ceux qui sont là, Rasoul avec Vivi, ils ont une chaîne ATTV. Et c'est le live justement, bien sûr polémique, mais pas moins intéressant que polémique. À la fin, il y a un débat super intéressant sur l'islamologie. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est l'ignorance de tes interlocuteurs. Et tu rappelais ça, tu parlais de Louis Massignon, je sais pas si tu peux en parler. Oui, oui, c'est vrai, et Louis Massignon, il a fait un grand tort dans l'islamologie. Il a fait avancer, mais il a eu un grand tort. Il était déjà professeur au Collège de France. Alors je vais rappeler déjà que le Collège de France, c'est franchement la plus haute institution en France. C'est-à-dire que quand vous avez... Naturellement, si tu connais pas le Collège de France, tu connais pas la France. Voilà. Voilà, ne viens pas me dire je connais la France si tu connais pas le Collège de France. Et tu peux être islamologue sans être musulman. Exact. Et tu peux être islamologue en étant frère musulman. Bah ouais. Non, Euh, oui, oui, justement, vous avez discuté de Tariq Ramadan où il t'a dit est-ce que Tariq Ramadan est islamologue? Bah, la question qu'il faut se poser, c'est quelle est sa thèse de doctorat? Oui, c'est ça la question qui reste sans réponse jusqu'à nos jours. La grande question de KNB. KNB, elle a cherché, elle trouve toujours pas. Mais oui. Je n'ai pas encore trouvé. Je suis fatiguée de chercher. Incroyable qu'on puisse dire. C'est un truc de fou, les gens, je vous jure. Alors que les docteurs, c'est pas ça qui manque, quoi. Vas-y, Rassoul. Et donc, du coup, le Collège de France, c'est la plus haute institution. Mais faut savoir quelque chose. C'est que aujourd'hui, la rigueur qu'on a en sciences n'est pas du tout la même qu'il y a 60 ans. Tout ça parce que, on va dire, il y a 60 ans, 70 ans, on a des mathématiciens qui sont venus, des personnes, on appelle ça des logisticiens, pour la logique, etc., qui ont recadré un peu le moule de la science, et on a des épistémologues qui ont vraiment bien redéfini les piliers de la science. Avant ça, au Collège de France, on vous enseignait tout et n'importe quoi. Vous aviez des cours de magnétiseur. Voilà, enfin pour vous dire hein, que aujourd'hui on a évolué. Lui, Massignon, il n'est pas dans tout ce qui est croyance du corps avec les énergies, mais il est chrétien. Et quand il fait son analyse du Coran, il se dit lui-même qu'il y a une continuité derrière du christianisme. Et donc, il va essayer, par exemple, la table servie, il va essayer de dire que bah, c'est le repas de Jésus. Pour la sourate 2, il va dire que c'est la Genèse. Et il va essayer comme ça de coller à chaque fois, petit à petit, pour que ça rentre dans son credo. Bah, ça fonctionne pas. Et le problème, c'est que sa vision à lui a perduré quand même pendant 10 ans. 10-15 ans. On a Blacher après qui a repris un travail. Il a fait deux bons ouvrages. Blacher, un ouvrage qui a été ensuite supprimé à l'édition, qui montrait l'histoire de l'évolution de l'islamologie, et le deuxième ouvrage qu'on connaît aujourd'hui, qui est la traduction du Coran. Et dans la traduction du Coran de Régis Blacher, moi je vous conseille, si vous voulez regarder une traduction, c'est de regarder celle-ci, parce que il va vous mettre les versets vraiment séquencés. Il va vous dire... Laquelle tu parlais de qui? De Régis Blacher. Régis Blacher, je vais écrire le nom.
Et t'inquiète pas, tu le trouveras. Il y en a qui n'y arrivent pas à le trouver, Non, mais non, je le connais, c'est tu juste le pour... trouveras. parce qu'on me pose beaucoup cette question, quelle est la traduction que tu conseillerais, qui serait la mieux pour quelqu'un Bah, qui ne connaît pas, tu vois, pour celui qui connaît pas, qui c'est connaît pas Régis l'arabe. Blacher. Donc, il Voilà, va lire uniquement la traduction, il va pas avoir la... voilà, c'est ça. Mais pour Avec... celui qui connaît pas l'arabe, qui est néophyte, qui utilise des post-it dans son Coran, il faut utiliser du coup la traduction de Régis Blacher. Et pour celui qui ne connaît pas l'arabe, mais qui connaît l'hébreu, il faut utiliser la traduction de Chouraki. Parce que lui, il fait une bonne analyse du Coran par rapport aux racines et il fait une traduction très littérale. Ça peut bousculer celui qui connaît pas pas l'hébreu, mais ça bousculera pas celui qui parle hébreu parce que les mots sont juxtaposés de manière à ce que un hébraïsant le comprenne. Voilà. Donc, Régis Blacher pour les francophones. Bien sûr, en arabe et aussi... Est-ce que dans sa traduction, on peut trouver le texte aussi en arabe? Je crois pas. Oui, en fait, il existe, hein, parce que je pense il doit exister, parce que moi j'ai vu des publications, d'ailleurs, qui est très mise en avance dans des pays comme le Maroc. Je crois est-ce il n'est pas né au Maroc même, Régis Blacher? Euh, c'est possible, ça, je sais pas. Parce qu'il a été quand même directeur d'études à l'Institut des hautes études marocaines à Rabat. Ah oui, oui, oui. Et il enseignait l'arabe. Donc je pense que c'est un monsieur qui était parfaitement arabophone. Ah oui, oui, non, mais En oui, lui, il est, traduction, on se base sur lui, hein, sur... enfin, c'est une référence, je veux dire, oui, 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 oui. dans ce domaine. Non, il est né visiblement à Montrouge et mort à Paris. Mais en tout cas, oui, il est arabisant. C'est même pas à en discuter, ça c'est clair et évident. C'est sûr. Et même ce qui est bien dans sa traduction, c'est que il met les différentes possibilités de compréhension, les nuances, etc. Pour celui qui veut voir, qui veut se faire un petit travail comme ça, un peu intellectuel, peut le regarder, c'est assez bien fait. Voilà. Euh, que dire d'autre? Donc, Régis Blacher, donc dans les années 70, va remettre, recentraliser le travail vraiment scientifique de l'islamologie pour comprendre ses origines, etc. Et après, on va retourner chez des Allemands qui vont essayer, eux, de dézinguer au maximum. Eux, ils vont vraiment prendre les méthodes qu'on a pour la Bible et vont adopter absolument ces mêmes méthodes pour voir s'il y a des rajouts, s'il y a des rajouts, des choses supprimées, pour comprendre en fait l'authenticité du texte et par quels événements ce texte est passé et par quels auteurs. Voilà. On le désigne comme le plus illustre des spécialistes ou des figures marquant des études arabes en général. Ah oui, oui, l'achat, oui. Ouais. Et, On parlait aussi de... Donc, tu trouves que Louis Massignon, il a été très subjectif, je sais pas si on peut dire ça. Que Régis Blacher est plus proche du texte que Louis Massignon, qui lui cherchait plutôt le lien entre le christianisme et l'islam, plutôt que le sens du texte. oui. Il y avait et donc il y a Édouard Marie-Galès qui a fait donc sa thèse à Strasbourg, Le Messie et son prophète en 2004 ou 2005, je sais plus, en 2 volumes. Et il avait commencé et il a fait un deuxième livre qui était Le malentendu dialogue islamo-chrétien, un truc comme ça. Et il voulait écrire un livre aussi sur Massignon et les méfaits de Massignon, etc. Mais ça s'est pas fait si ma mémoire est bonne. Mais en tout cas, c'était en projet.
Mais après, il y a d'autres livres qui montrent la dérive de Massignon. Et le problème, ça a été que beaucoup de personnes qui ont voulu se former à l'islam, bah, se sont formées un peu sur ça, quoi. Bon, Régis Blachard a remis les choses normalement. Après, on a eu Jacques Berck, mais lui, qui voulait pas se mouiller, qui n'osait pas dire les termes. Anne-Marie Delcambre, après, elle est arrivée et elle a osé dire les termes. Et c'est là où est née vraiment la critique populaire de l'islamophobie. Voilà, en gros. Mais Mohamed Al-Koun, par exemple, Abdelwahab Meddab, qu'est-ce que tu penses d'eux? Est-ce que moi je trouve sa position intéressante, bien qu'il a été critiqué par exemple des islamologues, d'autres islamologues français bien franchouillards, parce qu'il a parlé de la maladie de l'islam, du sentiment de supériorité en islam. Dans son livre justement La maladie de l'islam, et il a été critiqué, attends, je vais chercher dans mon texte, j'ai oublié son nom, mais de la même catégorie de François Burga, si tu veux, un autre, celui qui a dit celui qui est dans le déni, en tout cas, qui s'oppose toujours aux islamologues, qui critiquent l'islam, qui considère que en fait le drapeau noir c'est légitime, ils se défendent, faut pas se mêler des affaires des autres, des trucs comme ça. Que c'est parce que les États-Unis ont créé le drapeau noir. Oui, mais en fait, Il n'y a pas de problème en islam, quoi. C'est pas l'islam qui est le problème. C'est qui a dit ça, C'est tout à? l'Occident. Je vais vous chercher son nom. Donc, Ah, et ça, c'est une thèse tout à fait là, ouais, t'as incroyable. l'opposition entre, en fait, Abdullah Iqbal et Abdullah C'est pas Abdullah, scientifique, ça. critiqué par, je vous dis son nom, laissez-moi juste trouver mon texte. C'est une thèse de frériste, ça. Oui. Et ça, c'est bien sûr, c'est un islamologue parfaitement arabophone, arabisant. Ouais. La différence entre arabophone et arabisant, c'est vraiment un spécialiste de la langue arabe. C'est lui qui a étudié la langue arabe. Un arabophone, c'est un locuteur de la langue arabe, si vous voulez. Et, mais vraiment, c'est pour aller vite. Alors, je vais chercher. Mohamed Excuse-moi. Bonsoir. Salut, Jacques Lafolle, vas-y. Ce que tu étais en train d'évoquer. Merde, il y a un écho. Je suis de Strasbourg, il a été fait où cet ouvrage à Strasbourg? Le mec qui était en train de parler là tout à l'heure. J'aimerais lui poser la question. Il y a une université à Strasbourg. Il y en a plusieurs. Mais je sais pas dans quelle université il l'a fait. Ok. Je sais que ça a été fait à Strasbourg, mais après. Parce que manque de bol, je suis de Stras, du Bas-Rhin, donc ça aurait été intéressant d'aller voir. C'est des universités Strasbourg, il y en a 36 000. Mais... Tout à fait. T'as qu'à aller acheter. Pourquoi tu demandes pas plutôt le titre du livre pour l'acheter? Je vais demander. Enfin, j'ai demandé, j'ai pas eu le temps. Parce qu'il parlait d'un Régis et c'était intéressant. Vu que moi je suis de Stras, donc je pourrais aller voir où ça a été fait. C'est le métier son prophète. L'islamologue d'IMI, c'est Alain Grèche. Ah putain, les gars, Alain Grèche, j'ai lu, Attendez ce qu'il dit. J'ai lu son livre, c'est une horreur, sur l'Israël-Palestine, Okay. mais le mec c'est un gauchiste de merde. Le pire, c'est sur les critiques des islamologues. Mais incroyable, par exemple, c'est pourri celui-là. Abdel Bidal, je crois qu'il est d'origine. Alain Grèche. Alors, je vais pas m'avancer. J'ai jamais lu. Medeb est tunisien. Tous ses écrits sont négationnistes, pro-palestiniens, pas du tout orientés, sans source. Alain Grèche, je suis désolée, mais c'est une grosse merde. Mais c'est Excuse-moi pas du pour te travail répondre. scientifique en tout cas. Excuse-moi pour te répondre. Sur Strasbourg, il y a quand même une majorité de J, quoi. Et je pense pas que ils soient autant aussi cru que tu le dises. Et surtout à Strasbourg, on va pas Écoute, l'autoriser. on va pas rebondir tout le live sur Strasbourg. Si tu veux, on te donne les références, mais on va continuer le live, Jack. La folle, c'est pas grave. On te donnera les références du livre et tu verras où il a été fait. C'est pas le sujet du live. Parce qu'à Strasbourg, il y a quand même majoritaire. Et ben, il y a beau avoir des juifs. Tu sais, là où il y a des juifs, il y a beaucoup d'antisémitisme. C'est là où ça attaque le plus. Non, Donc, pas à Strasbourg, juste dans Strasbourg, non, madame. Non. Enfin bon, c'est pas le sujet. c'est pas le sujet.
Le livre, il a été écrit, la thèse qui a été soutenue à Strasbourg, je pense dans une université catholique, mais je suis pas sûr, parce que c'est un prêtre. Donc après, je sais pas où il a fait sa Ah, thèse. à Le partir livre, du livre, on peut trouver de toute manière, c'est pas un problème. Merci en tout cas, merci pas- d'avoir merci. répondu. Bonne soirée. Édouard-Marie Gallet. Je rajoute comme ça, on en rediscutera. Ok, je ferme les micros, les gars. On est quand même en train de faire un live. J'ai pas envie d'avoir toute votre vie. Où vous vivez, ce que vous faites, je m'en fous. Je suis désolée. On fait un live sur le sujet. Si ça ne reste pas sur le sujet, je vous redescends. On n'est pas là pour faire du chit-chat. Vous poser une question, mais posez quand même une question intéressante. Mais attends, ma grande, j'ai posé une question. Il n'y a rien de méchant. Je demande juste une question. Je sais, c'est bon. Allez, on retourne au sujet, s'il vous plaît. On commence par la majuscule, d'abord bonjour, et après question et point d'interrogation, c'est tout. Point, voilà. Ça, je comprends pas. Ils se croient sur un chit-chat de PMU, les gens. On est respectueux. C'est Rassoul qui fait le live, qui discute. On reste dans le sujet, s'il vous plaît. Il cherchait quoi? Le livre de Pierre-Marie, de Édouard-Marie Gallet, c'est ça qu'il cherchait? oui, c'est là où il avait fait sa thèse. Oui, C'est bon, il peut le trouver, ça. Le Messie Eh, et son il peut le trouver. prophète à l'université de Strasbourg en 2004, la thèse. Voilà. Après, le livre, je pense qu'il a dû sortir 2 ans plus tard, un truc comme ça, ou à la même période, je me Non, rappelle. la même période. Il est sorti à la même période. Ouais. C'est un bon livre. Moi, je le conseille. Franchement, à lire. Exactement. Voilà. On peut retourner sur Alain Grèche parce que Touda l'avait avant qu'il soit monté. On parlait d'Alain Grèche. Effectivement, moi j'ai lu un de ses livres sur Israël-Palestine. C'était une horreur, un vrai torchon. Alors c'est bien d'avoir différents avis, mais là je pense pas qu'il mérite le grade d'islamologue. Il y a Mais déjà, aucune. il n'est pas islamologue. Voilà. Il a Bah, pas ça... ce diplôme. C'est un rédacteur, c'était le rédacteur en chef du monde diplomatique. mais Oui, il est c'est pas ça. islamologue. Ok, Il a bah je pas- comprends il a mieux. pas- C'est de la merde ces écrits. Ces livres, c'est. Il méprise toute tentative qui vient de l'intérieur de l'islam. Regarde ce qu'il écrit. Sur Abdel Bidar et sur aussi Abdelwahab Meddeb, feu Abdelwahab Meddeb, qui avait écrit La maladie de l'islam, et Abdel Bidar qui, après la proclamation de l'état drapeau noir, avait écrit Lettre au monde musulman, je crois. Où il critiquait bien sûr cette idéologie, comment elle a fait pour créer ce monstre, comment a-t-on fait pour laisser ce monstre grandir en gros, c'est une belle lettre, je me rappelle, j'ai lu à sa sortie. Donc, je vous incite à lire La maladie de l'islam, c'est intéressant. C'est une analyse intéressante de Abdelwahab Meddeb, qui présentait l'émission Question d'Islam sur France Culture quand il était vivant, que j'ai rencontré une fois. Mais ça n'intéresse que moi. Et Abdenour Bidar qui l'a remplacé après, mais qui n'y est plus parce qu'il est remplacé maintenant par Ghaleb Benchir. Bon, je vais pas vous dire ce que je pense de lui, je l'aime pas. Je sais pas si c'est personnel ou si c'est idéologique, mais je sais pas. Non, c'est un autre style du recteur Il de m'a la mosquée accroché. de Moi, j'ai Bordeaux. quitté France Culture, je crois, même depuis Abdelwahab Meddeb. Je trouvais Abdelwahab Meddeb beaucoup plus intéressant sur France Culture que tous les autres. Bon, bref. Je vous lis ce qu'a dit Alain Grèche sur justement la critique d'Abdelwahab Meddeb et d'Abdenour Bidar qui se disent musulmans et critiquent de l'islam, critiquent du drapeau noir, tout ce que vous voulez, toute l'atrocité de l'islam, ils la critiquent. Qu'est-ce que dit Monsieur Grèche sur cette critique? Comme tout réformateur musulman adoubé par l'Occident, vous voyez, adoubé par l'Occident, c'est très important ça. Disqualification. Jeter le discrédit. Je continue. Abdenour Bidar nous offre un remède à la maladie de l'islam, le soufisme, dont la vision est souvent agéographique. Pourtant, faut-il rappeler que Hassan al-Banna, fondateur des Frères musulmans, se rattachait à la tradition soufie. Bon, ça, c'est pas faux. Moi non plus, je crois pas au soufisme comme solution, mais il n'empêche qu'il propose quelque chose et qu'on peut pas venir discréditer quelqu'un qui, peut-être qu'il propose quelque chose d'insuffisant, mais il critique au moins
il est dans la critique et dans la condamnation de l'atrocité de l'islam, contrairement à d'autres. Donc tradition soufie, comme le cheikh marocain Abdeslam Yassine, qui fut pendant de longues années le dirigeant d'Al-Ahd wal-Ihsan, un mouvement avec lequel notre philosophe ne s'identifie probablement pas. Tu vois, en gros, tous ceux qui critiquent le radicalisme, qu'est-ce qu'il dit? Et Abdel Bidal dit « Je ne cherche pourtant qu'à faire resplendir à nouveau la lumière. C'est le nom que tu m'as donné qui me le commande. Abdel Nour, il est le serviteur de la lumière. Je n'aurais pas été si sévère dans cette lettre. » Il parle de sa lettre au monde musulman, où il leur demande de condamner en gros le drapeau noir. Enfin, il leur demande comment on a fait pour laisser grandir ce monstre. Cette lettre, si je ne croyais pas en toi. Comme on dit en français, qui aime bien châtie bien. Et au contraire, tous ceux qui aujourd'hui ne sont pas assez sévères avec toi, qui veulent faire de toi une victime, tout cela, en réalité, ne te rendent pas service. Je crois en toi, je crois en ta contribution à faire demain de notre planète un univers à la fois plus humain et plus spirituel. Salam, que la paix soit sur toi. En gros, enfin, là, Alain Grèche, il ne critique même pas un apostat de l'islam qui dit Momo, qui dit caca, qui dit zizi, tout ça. Non, non, pas du tout. Le gars, il est dans l'islam, soufi, la musique, la philosophie, voilà, tout ce que tu veux. Et même ça, Alain Grèche, il a trouvé de quoi le critiquer. Alors, j'ai d'autres citations vraiment Et terribles. Il est adoubé par l'Occident. Il doit être Alain Grèche, il doit être expulsé. Il faut arrêter d'écouter Alain Grèche. Pourquoi il continue à publier, ce fils de chien de la casse? Pour lui, le remède, c'est le drapeau noir, quoi, en gros. Il y a que ça. C'est de bonne guerre. L'apologie du Hamas et des Palestiniens dans tous ses livres, le Hamas. Comment tu peux être islamologue et faire l'apologie du Hamas, s'il te plaît? Enfin, toute cette idéologie, c'est incroyable. Le géopoliticien, il est islamologue. La démocratie, en fait, ne nous oblige pas à respecter le choix d'un peuple. Même si on n'est pas d'accord avec le houmous, hein, Alain attention. Grèche, qui est quand même, je rappelle qu'il est juif par sa mère. Hein. C'est une honte, une honte. Il y a des juifs qui sont des traîtres, hein. Il y en a quand même beaucoup. Je sais pas s'ils sont payés qui sont corrompus, payés, etc. Il y a des choses très bizarres qui se passent en fait actuellement. Attends, la phrase que je cherchais, c'est celle-là surtout. Preuve de leur maladie, les musulmans. Donc c'est Alain Grèche qui reprend. Donc là, en l'occurrence, il reprend Abdelwahab Medeb. Il y a aussi des sur juifs la qui sont maladie. devenus musulmans. Attends, les Palestine, je cite, non? Pardon. Ça va pas? Alors, preuve de leur maladie, les musulmans seraient, selon l'auteur, sur Abdelwahab Medeb, convaincus que l'islam est la religion supérieure à toutes les autres. C'est vrai, ça? Et c'est l'un des critères du racisme et du ségrégationnisme et de l'apartheid dans toute société. Si une communauté se sent supérieure à une autre, on est dans l'apartheid et la ségrégation, en fait. Et ça, c'est normal, ça, Palestine, c'est normal? Non, non, c'est une réalité. C'est pas que j'ai pas dit que c'était normal. Et alors, Je dis que c'est une réalité. Et alors, n'est-ce pas une conviction qui anime en général tous les croyants des trois grandes... Non. Regarde comment la banalisation. Non. Je dis que c'est une réalité. J'ai pas dit que c'était normal. Faire Je une dis que c'était une affirmation. réalité. Attends. Faire une affirmation en disant sa supériorité par rapport à un peuple, ou une ethnie ou une croyance, c'est quand même un aveu de suprémacisme complètement En fait, décomplexé. il faut pas se méprendre. Suprématie. Tu connais 2 ce secondes. mot? Je partageais ce genre d'idées par le passé. C'est-à-dire, je pensais, moi, comme les Juifs et tout, avoir la croyance particulière qui faisait de nous le peuple choisi de Dieu. Et donc, sur cette suivi, le même égarement en fait qu'ont suivi les enfants d'Israël, en fait, c'est juste se méprendre. C'est-à-dire que être sur le chemin ne veut pas dire qu'on a atteint la destination. Et penser être
dans ce que Dieu attend de nous, ne fait pas, ne valide Bon, pas là, en fait de la part de c'est un Dieu. sujet de métaphysique. On n'était pas en train Non, de c'est pas de la parler. métaphysique. On n'était Non, pas en non, train de on va parler de reprendre métaphysique. avec Rasoul parce qu'il va peut-être bientôt nous dire qu'il va nous quitter, peut-être pas, j'espère pas. Mais je préfère reprendre avec Rasoul parce que toi, t'es le champion du changement de sujet. Moi, je ne veux pas de prêche mohamétante sur mon live, hein, ça c'est clair. Hein. Non, mais Les prêches quand on n'a pas d'imam, de vous les sujet, gardez oui, pour c'est bien d'autres. bien vu. Quand on n'a pas de sujet, tu proposes un sujet, mais on a déjà un sujet. Vas-y. Mais vous savez que le gars dont vous parliez, donc Grèche, il avait voulu, quand il y avait les lois, vous savez, contre interdire le voile au primaire, il était contre ça. Et il disait que c'était contre la laïcité, il voulait, au nom de la laïcité, autoriser ça. Et il a fait plein, comme vous avez dit, hein, plein de billets dans ses ouvrages pour la Palestine, etc. Enfin, c'était vraiment très très nul, niveau merdique, vraiment ce gars. Mais il a voulu même critiquer l'islam, mais même là, il s'est fait, enfin, je sais pas, enfin, il est tombé dans le ravin parce que bah, sa critique, elle était complètement débile, complètement stérile, et par rapport à ce que nous on peut attendre de la qualité de l'université, bah, on l'entendait parler, c'était pas franchement propre. C'était très brouillon, disons. Oui, il est dans l'idéologie, quoi. Hein. C'est le mensonge lui importe peu, la précision lui importe peu. Mm. Un gauchiste. Écrit sur ça, ce qui m'a énervé, ce qui m'a poussé à écrire, qu'Allah nous protège contre. Non, pour Abdelnour Vidal, comme pour Abdelwahab Madab, ce sentiment d'appartenance à une communauté supérieure aux autres ne peut être qu'une facette de la maladie de l'islam. Ces auteurs musulmans, pourtant c'est comme ça qu'ils se présentent, œuvrent pour une sortie du confinement religieux qui ne peut se faire sans une démarche subversive envers sa propre religion. Mais à travers les nouvelles théories occidentales, la subversion, en fait, ne peut être subversion que si elle se dresse contre l'Occident. N'est-ce pas du mépris, ça? N'a-t-on pas le droit d'être subversif envers notre religion, en fait, ancienne religion ou actuelle? Abdelnour Bidar et Abdelwahab Madab avaient-ils le droit, en fait, de critiquer leur religion, monsieur Grèche, Alain? Ou je devrais dire Ali Grèche. C'est Ali Grèche. Oh, Free Palestine, heureusement qu'on l'a descendu. Si vous voyez ses commentaires, il nous met tous les jours des petits blancs font la shahada, des petits noirs, des petits juifs, des petits chinois. Il est complètement taré, ce mec. Hein. Tu veux qu'on te casse le stylo? Tu me diras, avec un nom pareil, Free Palestine, déjà, j'aurais même pas dû le faire monter, en fait. Bref. Le stylo, il n'y a pas d'autres idées. Je l'ai déjà fait. C'est bon, on n'a pas besoin de... Merci, Tuna. Après, Oui, vas-y, Rassoul. dans l'islam, le fait de dire que... tu sais ce que tu venais de dire, ça me faisait penser au livre d'Anne-Marie Delcambre, La schizophrénie de l'islam. Elle montrait comment, enfin, ce qu'il y avait dans les textes et comment le musulman pouvait se regarder avec ces textes-là. Et ben, en fait, il devait forcément à chaque fois trouver des stratagèmes, etc., bizarres et très ambivalents pour essayer de concilier pardon, sa croyance et sa personne qui n'est pas forcément un terroriste, etc. Donc, Delcambre l'avait traité. Mais dans l'histoire, et ça c'est bien de le montrer, c'est quand les musulmans avaient l'ascendant, prenez le cas quand ils faisaient les expéditions, qu'est-ce qui se passait? À chaque fois, il y avait des exécutions, et le statut de dhimmi était mis en place. Et là, ils affirmaient leur statut leur côté, comment dire, supérieur. Hein. Et il y avait les supérieurs et les inférieurs. Et ça, c'est par un verset dans la sourate 3, je crois, où on vous dit... d'ailleurs, en plus, ce verset, normalement, parle des juifs. Les musulmans l'ont toujours pas compris, mais enfin... Mais voilà. C'est
ça a été pratiqué dans l'histoire. Que disent les islamologues, par exemple, ou les orientalistes, peut-être, de ce statut de dhimmitude? Il est vu comment? Il est vu comme normal? Il est vu critiqué? Il est décrit? Moi, quand je lis Les Mille et Une Nuits, parce que je me dis, c'est quand même des orientalistes qui ont apporté, peut-être transcrit des récits oraux. Il n'y a pas de critique du statut, par exemple, de l'esclavage. Il y a un récit sur la normalité de l'esclavage, de l'esclave sexuel. Je sais pas ce que tu penses de ça. Comment il raconte cette atrocité-là? Est-ce qu'elle est normale parce que ça vient de loin? C'est une sorte d'exotisme? Oui. Je sais pas. Est-ce qu'il y a un étonnement, une critique? En fait, moi, de ce que j'ai lu, non, pas forcément. Ils sont peut-être un peu choqués, peut-être, ou des choses comme ça, mais l'islamologue, il va pas juger le texte, hein, il va dire d'où est-ce qu'il vient, de comment il est fait, de comment ça a été appliqué, etc. Il faut aussi comprendre que les premiers orientalistes étaient eux-mêmes des colons. Ça, faut pas l'oublier aussi. Donc, voir ce genre de choses dans les textes, il y en a, hein, il y a certains prêtres qui écrivaient et qui étaient choqués, etc. Mais de là à dire que les islamologues étaient choqués, aujourd'hui on en est forcément choqués, sachant que c'est fort. Le statut des dhimmis est fort. Mais il faut comprendre que Louis IX avait déjà aussi instauré ce système de dhimmi, qui est donc Louis IX, qui est un catholique, qui va instaurer pour les juifs le statut minoritaire et qui va insigner l'étoile jaune qu'on connaît. Donc c'est l'histoire qui se répète. Voilà, j'ai envie de dire. Mais après, dans le statut des dhimmis, moi j'aimerais dire un truc. C'est que on prend tout le temps la sourate 9-29 pour dire qu'il faut qu'il soit en état d'humiliation et qu'il paye la jazia. Et comme on dit en arabe, khlas. Mais en fait, si on regarde concrètement, ils doivent pas payer uniquement la jazia pour survivre. Ils doivent payer la jazia, ils doivent payer l'impôt foncier, le kharaj, ils doivent payer les impôts sur les récoltes, ils doivent payer pour les réparations des cultes. Tout ça, les dhimmis doivent le faire. Et à une hauteur toujours plus grande, à majorité dans les écoles, 2 fois plus élevée que ce que les musulmans, eux, font. Donc en fait, le statut des dhimmis, c'est vraiment un statut vraiment inférieur à la fois dans le comportement, mais aussi au niveau monétaire. On veut vraiment le rendre esclave, qu'il ait le moins d'argent possible. L'objectif final, c'est de le convertir. Hein. Si tu veux sortir de ton statut de dhimmi, la seule solution qui te reste, c'est plus un objectif de conversion que... Moi, je pense que c'est plus ça. Exactement. D'ailleurs, regarde bien l'histoire de l'Afrique du Nord où il y avait quand même des chrétiens et des juifs qui étaient installés depuis très très longtemps. Et on a des récits. Après, il faut aller vérifier. Mais ça peut s'expliquer par le poids des taxes. Et finalement, certaines tribus ont dû se dire, finalement, je vais me convertir et puis comme ça, j'aurai pas à payer tout ça. Je paierai que la zakat. Et puis c'est tout. Attendez. Moi, je fais juste une pause de 30 secondes. Vivi, monte, s'il te plaît. Depuis tout à l'heure, t'es dans les commentaires. T'es le bienvenu sur le panel si tu veux monter, tu sais. Monte, Vivi. Mais oui, en plus, tu sais, si tu montes, ça fait plus de vues. Même si tu te mets en mute, comme ça, les gens qui te suivent, ils pourront participer au live. Tu peux monter si tu veux, hein. Et tu te mets en mute, même si tu veux pas participer, juste pour être avec nous. Si tu veux participer, t'es le bienvenu, bien sûr. T'es ignorant, mais monte quand même. Viens nous porter compagnie. On a froid, allez, viens nous réchauffer, viens. T'es pas ignorant, j'en entends. Et je suis sûre qu'il est pas ignorant. Et en plus, il est humble. Allez, monte, fais ta demande, je te réinvite. En plus, j'ai vu qu'ANB, elle t'a invité tout à l'heure. Ça fait 1 heure qu'on t'invite.
Alors là, Allez, vie, tout le monde je voulais tapote pour qu'on Vivi. écoute, qu'on rende hommage un peu à Anne-Marie Delcambre parce que c'est une islamologue que je trouve très compétente Ouais, et alors qui a attends. été beaucoup stigmatisée et honneur aux femmes. Ok. Bon, j'ai pas envie de finir. Je fais juste. Promis, c'est bon. Juste, je la Ça marche. décris. Donc, elle est Anne-Marie Delcambre, est née le 26 juin 1943 à l'Hermitière, est morte le 2 janvier 2016 à Saint James dans la Manche. Est une islamologue française, justement, critique de l'islam selon elle. Indifférenciée de l'islamisme dans le Coran. Pour elle, il n'y a pas de différence entre islam et islamisme. Dont le Coran et la Sunna, donc ce qu'on sait tous, constitueraient les racines. Elle est l'auteur d'ouvrages, d'articles et de prises de position polémiques qui entendent notamment dénoncer une islamisation de l'Europe et c'est pour ça qu'elle a été, comme tu dis, je ne savais pas que c'était Jacques Père qui l'avait bloqué dans sa carrière. Mais c'est triste en fait quand tu as autant de connaissances et que tu es. Enfin, je ne stigmatise pas le métier d'enseignante d'arabe dans un lycée, c'est ça? Ouais, Mais puis de quand grand, et même, puis c'est pas pour la retraite, hein, pas du tout, hein. quand tu fais autant d'études, tu prévois aussi d'enseigner à la fac et de continuer à faire de la recherche et quand t'es bloqué comme ça, j'avoue que ça peut faire mal. Vivi, bonsoir. Cyré, bonsoir. Coucou. Bonsoir à vous. Je Comment cherche vous allez? une de ces vidéos et après je continue d'abord. Voilà. Ok, et je vous appelle à tapoter les gens, ça monte plus, alors ça fait je sais pas combien de temps qu'on a ouvert le live, on est 50, s'il vous plaît, tapotez-moi jusqu'à 40K et après 50K si vous vous ennuyez, vous avez le doigt et voilà. Comment ça va Vivi et Cyré? Ça va. Écoute, je suis monté, bon, parce qu'on me le demande et en vrai, Humblement. bon, en vrai, je vous écoute. C'est vraiment passionnant ce que nous dit Rassoul. Et en vrai, moi, je le dis, il y a énormément de choses sur l'islamologie que je connais pas. Donc voilà, je vous écoute. C'est top. Mais même rien que ce serait bien, Touda et Rassoul, après vous nous disiez, par exemple, vous nous citiez les 5 islamologues allez, 3 islamologues qu'on doit connaître, vraiment, voilà, dans les plus connus et les plus intéressants à lire, à connaître, à suivre, etc. Après, je dis ça et après, putain, j'entends un écho, ça me stresse. Ah, c'est moi peut-être. Ah oui, Harkoun, il est très bien. Moi, je trouve très bien, mais sur la question du Maghreb, voilà, du lien avec l'Algérie, ouais, je le trouve très bien. Je voulais juste dire qu'on connaît pas assez Anne-Marie Delcambre, que bon, c'est une islamologue, ouais, elle est morte quand même elle est décédée il y a pas mal d'années. Et à l'époque, c'est vraiment impressionnant pour son époque, débattait voilà sur les plateaux télé où l'islam n'était pas encore, n'était pas énormément débattu comme aujourd'hui c'était pas vraiment l'ère d'internet comme on le connaît aujourd'hui. Et déjà, elle expliquait les textes de jurisprudence islamique, le fait que l'apostat est mis à mort dans les 4 écoles. Elle expliquait, c'est vraiment impressionnant et elle tenait des débats. J'ai publié d'ailleurs une vidéo d'un extrait d'un débat qu'elle avait tenu face à un musulman sunnite. Je sais plus si c'était un malikite ou mais voilà, c'était vraiment impressionnant. Vous pouvez le retrouver dans ma rubrique Démystifions l'islam. Et c'est vraiment une islamologue, moi, que je respecte énormément. La chaîne ATTV? Sur TikTok. C'est sur Démystifions l'islam et c'est un extrait de vidéo que j'avais publié. Bon, ça date un peu, c'était en 2022 ou 2023 que j'avais publié ça. Et voilà, aujourd'hui, on connaît, Moésie, Desroches, Guillaume Di, voilà, mais voilà, je trouve ça dommage que Anne-Marie Delcambre elle soit si peu connue alors qu'elle a fait des travaux vraiment elle a vraiment simplifié des textes de jurisprudence qui n'étaient vraiment pas traduits
Et aujourd'hui, qu'on on le dépoussière encore, sachant que, je sais pas, dans les années 2000, elle expliquait déjà sur les plateaux télé, comme je le dis, voilà, l'apostat il est mis à mort selon les 4 écoles. Elle expliquait, voilà, de la risala dans le malikisme, etc. Et comme, je sais plus, c'est toi, Touda, qui le disait, ou même Rasoul, c'est une islamologue, en fait, on l'a empêché d'exercer son droit d'enseigner. C'est-à-dire qu'elle avait, voilà, c'est une thésard comme tous les islamologues, etc. Mais parce que elle disait vraiment les choses qui dérangent, elle passait pas par 4 chemins. Elle disait, voilà, l'islam est un danger, l'islam veut notre mort mais voilà, c'est se dire ça sur les plateaux télé, forcément, ça passe pas. Elle était taxée d'islamologue, d'islamophobe, et elle était résignée à devoir enseigner dans les lycées. Enfin, c'est clairement un scandale. Voilà, elle était arabophone, elle connaissait, voilà, des textes de jurisprudence. Voilà, on met des années et des années à étudier ces textes-là, et je trouve ça quand même, c'est assez incroyable, en fait, que quand on passe pas par 4 chemins, quand on dit ce qu'est l'islam, on est censuré, donc voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bon, on a par exemple Moési, Desroches, etc. Mais il explique, je trouve, de manière un peu compliquée les choses, un peu. C'est pour ça, bon, on a aussi Orphée du Néoulf, Maestro, là, sur Twitter, qui un peu vulgarise les travaux de Guillaume Di, parce que c'est assez compliqué. Quand on lit le Coran des historiens, c'est assez compliqué. Et Anne-Marie Delcambre, voilà, c'est en tout cas passé pas par 4 chemins pour dire les choses, et elle a été classée comme une raciste, comme une facho, Donc voilà, je tenais au moins juste à lui rendre hommage, et voilà. Merci, on va l'écouter. Là, ça a été publié il y a 13 ans. Une vidéo, elle est vieille. Je rappelle qu'elle est morte en 2016. Ah oui, on entend très mal. Je te conseille d'aller sur mon TikTok, dans la rubrique, c'est juste en bas de ma bio, de mon profil, dans Démystifions l'islam. Alors. C'est dans les dernières vidéos. Et tu as Anne-Marie Delcambre. Bon, j'ai mis le titre, c'est Anne-Marie Delcambre, une islamologue détruit l'islam. Et, tu peux pas cette vidéo, vraiment, elle est magnifique. mettre. C'est incroyable. Tu peux pas le mettre, toi? Je peux pas le mettre. Attends, je vais essayer là, je vais le mettre. Anne-Marie Delcambre. Vous pouvez mettre sur YouTube Anne-Marie Delcambre et Younes Boudersa. C'était un de mes anciens noms. Et c'est moi qui avais fait la vidéo où elle parle, et je mets les références quand elle parle. Parce que ça, c'était le problème de Delcambre. C'est qu'elle disait les choses, mais qu'elle mettait pas les références. Donc du coup, moi, j'avais... Elle mettait pas les références, elle expliquait quand même que dans telle école, parce qu'il explique qu'elle a débattu face à un musulman, donc ça c'est une vidéo que j'ai publiée. Je sais plus de quelle école de jurisprudence il se réclamait, et elle lui a dit, dans ton école, il y a écrit que... Attends. Ah, peut-être non. Attendez, je vais mettre la vidéo, elle dure, je crois, même pas 1 minute là. Parce que c'est après, bon, c'est un extrait. Attendez. Tac, je vais le mettre. Ça va prendre 2 secondes. Bon, il y a un certain. Il y en a un du Canada qui va pas m'aimer, parce qu'il va dire c'est des cuts, mais bon, c'est. Je vais mettre Delcambre. Ah non, le cut est devenu un mensonge. Cut, c'est un mensonge. C'est ça. On peut plus faire de cut. Maintenant, en fait, quand il y a des débats, faut publier un débat de 4-5 heures. Tu peux plus faire de cut. Tu peux plus le raccourcir. Même les médias, tu sais, Le Monde, il te fait des cuts sur quand il veut analyser. Tu vois, un discours, il va pas te passer le président, il a fait un discours d'1 heure. Est-ce que dans un débat, ils vont passer le discours d'1 heure? Je comprends pas.
Mais surtout que si le président il te fait un discours et que je sais pas, par exemple, et un de ses ministres parle ensuite pendant 30 minutes et qu'on veut diffuser uniquement le président, on est obligé de faire un petit cut pour que le président, son témoignage soit, enfin, je sais pas, tu m'as compris, tu vois, pour pas qu'on, déjà qu'il soit écouté, parce qu'on m'a harcelé pour me dire non, c'était pas la victime, c'était le témoin. Ah, c'était pas la victime. Ah bah voilà devant une victime. Est-ce qu'il est meilleur devant une victime? Mais c'est des alaïstes, jackistes, alaïstes, kiff. Je vous mets la vidéo, vous me dites si vous entendez bien le son. Attendez. C'est qu'il y a actuellement des intellectuels musulmans qui laissent croire que l'islam pratiqué par 90% des musulmans, c'est un islam soufi ou philosophique. C'est faux. Je pense que si le pape a dit ça, le pape a prononcé une phrase que prononce en réalité l'empereur byzantin. Mahomet aurait diffusé par l'épée la foi qu'il prêchait. Mes chers monsieur, si vous ouvrez le Coran, vous trouvez la sourate 8, comment l'intitulez-vous? On l'intitule le butin, les prises de guerre. On t'interroge sur le butin, dit le butin est à Allah et à son messager. Vous avez la sourate 2, verset 216. Kutiba alaykumul qital. Même si vous n'employez pas le mot djihad, le combat vous a été prescrit. Oui, vous prenez la sourate 4, Allah a mis les combattants au-dessus des non-combattants. Et vous allez me dire de nouveau, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Vous allez me dire de nouveau, les combattants, c'est spirituel, sans compter que le hadith dit le paradis est à l'ombre des épées. Alors je réponds à monsieur Meddev, quand vous dites je ne suis pas d'accord avec ce que vous écrivez, c'est un constat monsieur Meddev. L'islam que vous décrivez est un islam d'intellectuels, un islam de poètes. Mais ce n'est pas l'islam pratiqué par 90% des musulmans. Quand monsieur Maé vous dit que le djihad est le sens de effort contre des propres passions, laissez-moi rire. Comment expliquez-vous que dans tous les traités de droit musulman, il y ait, que ce soit l'école malékite, shafi'ite, hanefite, la vôtre, monsieur, et bien exactement, il y ait un chapitre sur le djihad. Oui. Comment expliquez-vous que celui qui ose, par exemple, blasphémer, voilà celui qui insulte l'envoyé d'Allah, parce que vous avez dans mon envoyé un mot modeste, c'est dans le Coran, celui qui insulte l'envoyé d'Allah sera mis à mort et son repentir ne sera pas admis. Ce que vous oubliez, c'est que l'islam n'est pas seulement une foi imane, c'est également une loi. Et c'est une loi qui doit être appliquée et dont on trouve les commandements dans le Coran, vous savez, première source, dans la Sunna, et ensuite l'accord. La loi empêche la raison empêche l'effort de réflexion personnelle de ces... Voilà, je sais pas si on se rend compte, mais elle a tenu ce genre de débat, c'était il y a une vingtaine d'années. Je sais pas si on se rend compte. C'était magnifique. Il y a une vingtaine d'années, sachant qu'aujourd'hui, en 2024, la majorité qu'on voit débattre sur l'islam n'ont pas ce niveau-là. C'est quand même assez incroyable. Il y a aussi des gens comme Louis Massignac, enfin je sais plus quelle année, qui disait aussi que la France ne s'appartient plus à elle-même, quoi. Louis Massignac, aussi un islamologue connu de l'époque aussi, si jamais. Yes, en effet. Nous sommes. Il y a un chien, un adepte du gourou qui m'envoie un message. Je publie une vidéo de l'Apostat Kafir. Il me dit arrête d'essayer de récupérer l'Apostat Kafir. Il est à nous. Il est à nous. T'es sérieuse, Touda? Mais ils sont malades. Ils sont malades, ces gens. Nous, c'est qui nous? Nous, c'est qui? De qui tu parles? Le gars, il s'appelle Barit et Pout, je sais pas, ça doit être le gourou derrière sous un pseudo. Il nous dit, nous, l'élite, je lui dis, c'est qui nous? Nous, l'élite, le camp de la crème, des bons apostats qui ont de l'impact, le camp du bien, le camp de Jack, pas chez les bébères du PMU et les rombières insupportables, le camp des pleutres, le camp des... T'es sérieux? C'est qui, Touda? Ah non, mais c'est rien. C'est qui ce gars? Moi, tous ceux qui me harcèlent de Jack, je le prends comme si c'était lui. Et je leur fais écouter pantoufle. C'est juste une pantoufle. Le combat continue. Mon Dieu.
Je suis dans le camp du bien, oui, et pas du mal. Je fais des vidéos, toujours de bonne humeur. Je dénonce tout ce qui n'est pas normal. Il y a plein de trucs qui vont pas dans la société. Les riches, ils sont pas pauvres. Les pauvres, ils sont pas riches. C'est dégueulasse. C'est triste, ça me révolte et j'ai envie de crier. Si j'étais un chien, j'irais pleurer. Dans ma niche, je m'appelle Pan. Je suis un streamer. Je suis dans le camp du bien, oui, et pas du mal, non. Oh oh. Je fais des vidéos, toujours de bonne humeur. Je dénonce tout ce qui n'est pas normal. Je suis dans le camp du bien, et pas du mal. Non, je défends la veuve, l'orphelin et l'animal. Je suis dans le camp du bien et pas du mal. Non, je défends la veuve, l'orphelin. Je défends la veuve, l'orphelin. Je défends la veuve, l'orphelin et l'orphelin. Je défends la veuve, l'orphelin. La fin, c'est la meilleure. Et l'animal, je suis de gauche, je suis de gauche. Parce que la droite c'est trop le mal, parce que la gauche c'est trop le bien. Et que comme je dis que je suis dans le camp du bien, et comme je dis que je suis dans le camp du bien, bah je peux pas être de droite, car c'est le mal, car c'est le mal. Et le mal, c'est pas bien, c'est pas normal, pas normal. Voilà, pantoufle. Bon, petite pause musicale. Big up à Aposta Café pour sa chanson Fit IA.